grandes voix, une proposition des archives de la RTS. J'ai besoin à tout moment de palper autre chose, enfin de respirer différemment. Enfin, vous avez besoin d'oxygène. Et puis au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps dans la même ambiance, vous vous rendez pas compte, vous vous anesthésiez. Et ça, c'est grave parce que vous oubliez de vous étonner, vous vous endormez. Et ça, dès que je sens que je commence un tout petit peu à m'endormir, il faut ouvrir la porte et puis respirer. Les grandes voix donnent la parole à Annelise Grobetti. Née à La Chaux-de-Fonds en 1949, Annelise Grobetti a 19 ans lorsque paraît son premier roman, Pour mourir en février. Son écriture à la fois sensible et grave séduit toute une génération et la propulse sur la scène littéraire romande. Certains lecteurs l'identifient à son personnage principal et elle s'en défend une nouvelle fois lors de cette rencontre avec Jacques Beaufort. Elle a alors 25 ans, une petite fille de 6 semaines et son deuxième roman Zéro positif vient de paraître. C'est l'occasion pour elle de revenir sur son parcours et d'évoquer son emploi du temps, partagé entre écriture, vie de famille et politique. En résulte un entretien d'une grande sincérité sur la place des femmes dans la société, la maternité et surtout sur l'écriture, qui répond à un besoin et qui l'emporte par vagues successives. Voici le portrait d'une femme enthousiaste, libre et indépendante, diffusée dans l'émission en question le 12 septembre 1975. Vous avez publié 2 livres, Annelise Grobetti, le premier en 1969, Pour mourir en février, et le second, Zéro positif, il y a quelques jours seulement. Avez-vous beaucoup changé en 6 ans? Vous étiez très jeune lorsque vous avez écrit votre premier roman, vous l'êtes, disons, un peu moins aujourd'hui. Oui, première constatation, j'ai vieilli, vous avez raison. Et je l'ai remarqué d'ailleurs très facilement en écrivant le deuxième livre. J'avais vieilli parce que j'avais beaucoup moins de facilité que pour écrire le premier. Et ça, c'est toujours ce qu'on vous dit d'ailleurs. On vous attend au contour en disant le premier, c'est facile, mais attendez, le deuxième, vous allez avoir des problèmes. Et j'ai eu des problèmes, oui, je l'avoue, j'ai eu des problèmes. Pour la première fois de ma vie, j'ai recommencé quelque chose que j'avais commencé. Et dans le fait de structurer mon roman, ça a été beaucoup plus difficile. Le premier, ça s'est fait presque à mon insu, tout seul. Vraiment, c'était la jeunesse totale qui n'avait absolument rien à craindre ni à calculer. Ça allait dans tous les sens. Tandis que pour le deuxième, eh bien voilà, c'est le deuxième livre. On attend quelque chose. J'ai eu la chance. Le premier livre a bien marché, c'est bien pire quand vous publiez le deuxième, parce qu'il faut que ce soit au moins aussi bien, et même mieux. Sinon, les critiques vous attendent au contour, peut-être parfois plus méchamment, entre guillemets, que pour un premier livre. Vous vous sentez aujourd'hui très différente de celle que vous étiez lorsque vous avez publié Pour mourir en février? Très différente de celle que j'étais quand je l'ai écrit. Oui, bien sûr, parce que, Dieu merci, entre l'âge de 18 ans et l'âge de 25 ans que j'ai atteint maintenant, il s'est passé énormément de choses. D'abord, il s'est passé le fait que j'ai commencé à sortir de moi-même, et quand j'ai écrit Pour mourir en février, j'étais bien ce personnage que je décris, bien que l'histoire ne soit pas vraie, enfin, ce ne soit pas une autobiographie totale, tout est vrai sauf l'histoire, mais j'ai appris à aller aux autres, et j'ai appris à aller aux autres de diverses manières. D'abord, je venais d'entrer à l'université quand j'ai écrit ce premier livre, et j'y souffrais terriblement. Je n'aimais pas les autres, et surtout pas ces étudiants bien pensants qui croyaient refaire le monde parce qu'on était en 68, et qui ne faisaient rien du tout. Je faisais rien d'autre qu'eux, bien sûr, mais j'ai tout fait là-dedans. J'étais anesthésiée. D'abord parce que j'étais en lettres. Et vous savez, quand on est en lettres, on n'a pas d'avenir, en fait. On va devenir professeur comme tout le monde. Et je voulais pas vraiment devenir professeur comme tout le monde. Pourquoi? Eh bien, d'abord, surtout pas à ce moment-là, pour la simple raison que vous avez 18 ans, vous faites un baccalauréat, vous entrez à l'université, vous en ressortez à 22 ans, et vous êtes professeur. Qu'est-ce que vous allez leur dire à vos élèves? J'ai fait de l'enseignement l'an dernier pendant 1 an, et je sais ce que les élèves exigent de vous. C'est terrible. Eh bien, si j'avais fait ça à 22 ans, j'aurais été très malheureuse, parce que j'aurais su que mes élèves attendaient de moi des choses que je n'avais pas vécues. Et vous pouvez être un bon enseignant, vous pouvez très bien, j'enseignais la littérature du 19e siècle, vous pouvez admirablement parler de Balzac, c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous apportez à travers Balzac, vous-même? Et c'est ça maintenant que les élèves veulent, c'est que vous soyez vous-même et que ce soit vous qui vous révéliez à travers ce que vous leur apprenez. Vous avez dit une phrase terrible tout à l'heure, Annelise Grobetti. Vous avez dit « Je n'aimais pas les autres ». Oui,
Oui, je n'aimais pas les autres. Et ça, j'en étais pleinement consciente. Ce qui est bien pire, c'est que j'avais, et ça, Dieu merci, un peu changé. Je crois que j'ai fait des progrès sur ce plan-là, à travers le journalisme d'ailleurs, à travers mon engagement politique aussi. Eh bien, j'avais des difficultés à communiquer. Je me sentais toujours seule. Je me sens pas beaucoup moins seule, si vous voulez. Mais j'ai appris à assumer le fait qu'on est toujours seul, finalement, et surtout quand on écrit. Mais je n'aimais pas les autres parce qu'ils m'agressaient, et je les agressais aussi, forcément. Puisqu'ils m'agressaient, je ripostais, et c'était dur, parce que je sentais mes rapports avec les autres comme des parties de ping-pong, sans arrêt. Et ça, remarquez, vous avez 18 ans, vous avez 17 ans, 16 ans, c'est pareil, c'était des parties de ping-pong, et je me sentais pas aimée, surtout. Et alors, les autres, c'est terrible, c'est constamment une griffure quand ils vous parlent, parce que vous ne savez pas quoi leur dire aussi. Vous avez toujours l'impression qu'ils sont là pour s'interposer entre vous et la vie. Et vous ne vous rendez pas compte que ce sont des instruments de votre vie. Et le journalisme, puisque vous avez été journaliste pendant quelque temps, vous a permis de, justement, communiquer? Oui, eh bien, le journalisme, pour moi, était la grande révélation. Parce que, donc, je suis entrée à l'université, j'y suis restée héroïquement une année. Comme je vous l'ai dit, en souffrant beaucoup, déjà rien que de l'odeur des couloirs. Mais vous avez abandonné. Et j'ai abandonné parce que la littérature que j'aimais beaucoup, Rimbaud, que j'aimais tellement, Rimbaud, ce malheureux était disséqué par les professeurs, on léchait une couche, on reléchait une deuxième couche, une troisième couche, et qu'est-ce qui restait de Rimbaud? Rien. Et moi, ça me faisait mal au cœur, et à un certain moment, après une année, j'ai passé les premiers examens, et puis j'ai décidé que c'était fini. Et c'est là que le hasard joue, et le hasard joue toujours un peu dans votre vie, Dieu merci aussi. Eh bien, le hasard a joué, je venais de publier mon premier livre, un journaliste de la Feuille David Neuchâtel était venu me voir, et je lui ai parlé, je lui ai dit, l'université ça ne m'intéresse pas, peut-être que le journalisme m'intéresserait, alors qu'à ce moment-là, je n'avais aucune disposition justement à faire du journalisme. Mais il se trouvait qu'il y avait une place de stagiaire libre, et de nouveau un peu par hasard, donc je suis arrivée à la Feuille David Neuchâtel. Et vous y avez travaillé pendant combien de temps? J'ai fait un stage tout à fait régulier de 2 ans, et puis j'ai travaillé encore quelques mois à l'extérieur du journal, et puis j'étais contente de partir, de changer d'air un peu. Pourquoi? Alors vous avez à nouveau abandonné. Vous êtes oui. La femme des abandons, Annelise Grobetti? Je suis la femme des abandons, peut-être. J'espère pas l'être en amour, en tout cas, parce que c'est là que j'ai rencontré mon mari, d'ailleurs, qui faisait également un stage à la Feuille David Neuchâtel. Et je crois que avant d'être la femme des abandons, je suis la femme des renouveaux. J'ai besoin à tout moment de palper autre chose, enfin, de respirer différemment. Enfin, vous avez besoin d'oxygène. Et puis, au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps dans la même ambiance, vous vous rendez pas compte que, de nouveau, j'emploie le même terme que tout à l'heure, vous vous anesthésiez. Et ça, c'est grave, parce que vous oubliez de vous étonner, vous vous endormez. Et ça, dès que je sens que je commence un tout petit peu à m'endormir, il faut ouvrir la porte et puis respirer. Vous faites encore du journalisme? Eh bien, ma situation est un peu difficile actuellement parce que je suis encore dépositaire d'un registre professionnel, d'un RP, mais je suis journaliste libre et je travaille très peu. Comme votre mari, qui est aussi journaliste libre. Qui est aussi journaliste libre et aussi presque au chômage, tout comme moi. Pourquoi? Par goût de la liberté? Oui, bien sûr, par goût de l'indépendance, lui et moi. Je crois que nous avons le même besoin terrible, tragique peut-être, d'être indépendant. C'est aussi pour être indépendant, pour être libre que vous vivez à la campagne? Oh oui, bien sûr, c'est pour ça. D'abord parce que nous vivons dans une petite maison un peu en dehors du village, ce qui nous permet d'être libres et d'être indépendants, bien sûr. Mais c'est d'abord tout simplement pour vivre, parce que je m'étais jamais aperçue, figurez-vous, d'une chose extrêmement bête avant de vivre à la campagne, c'est que la nature, mon Dieu, ça n'a pas une progression lente et régulière, mais ça marche par à-coups. Mais oui, tout d'un coup, il y a un bond en avant, un autre bond en avant, un autre bond en avant, puis c'est le printemps, puis tout est là. Mais je croyais que les choses se faisaient petit à petit, lentement. Ben, c'est pas vrai du tout. Vous vous sentez très proche de la nature? Oui, je crois que mais j'ai besoin de l'être, je crois que j'ai besoin de l'être. Je le répète, j'ai jamais vu, avant de vivre dans cette petite maison au milieu des champs, j'avais jamais vu que le blé poussait, enfin, je l'avais jamais vu pousser. Et j'ai besoin de ça, parce que c'est la respiration, tout se trouve dans ce 2e livre d'ailleurs, c'est cette respiration de la nature qui vit, qui bouge, qui a un mouvement, qui a une émotion au sens propre, enfin. Et j'en ai horriblement besoin, je crois. Mais auparavant, vous viviez en ville. Est-ce que vous souffriez de vivre en ville? Non, parce que on ne s'aperçoit pas qu'on vit en ville, qu'on souffre de vivre en ville. C'est au moment où vous êtes ailleurs que vous vous dites « Ah mon Dieu, comment ça se fait que je ne suis pas venue plus tôt ici ?» Vous avez une petite fille depuis quelques semaines seulement, Annelise Grobetti. Cette petite fille vous a beaucoup changé?
C'est une question grave que vous me posez là, parce que j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Elle m'a changé dans le sens que j'ai plus une minute à moi. Quel âge a-t-elle, d'abord, très exactement? Elle a 6 semaines exactement. Et depuis qu'elle est née, j'ai l'impression d'être totalement impuissante avec les objets, avec les êtres. Et surtout, là, les premières semaines, les gens parlaient, j'entendais pas. C'est terrible, vous êtes totalement absorbé. C'est une sorte de trou noir, un enfant, c'est terrible. Et surtout le premier, parce qu'après vous vous organisez et puis ça va mieux. Mais les premiers jours à la maison, je vivais dans une cage, je n'entendais rien, je voyais rien. J'avais ce petit visage avec ses oreilles décollées de ma petite fille, qui est d'ailleurs d'une laideur touchante à part ça. Et j'étais merveilleusement bien, mais j'avais plus de prise sur rien. Ça commence un tout petit peu à aller mieux, mais c'est difficile. Moralement, c'est très dur d'être une mère, de n'être qu'une mère, mais c'est merveilleux aussi. Vous avez l'impression qu'elle vous vole? Non, elle me vole pas, c'est moi qui je lui dois tout. Je l'ai mise au monde. Alors, et j'ai décidé de la mettre au monde, ce qui est bien mieux. Alors, elle me vole pas, elle me donne beaucoup. Et puis, j'ai décidé que, vous savez, je crois que toute femme doit finalement planifier sa vie par étapes. On ne peut pas faire autrement, parce que sinon, on vous dit avoir des enfants. Enfin, c'est aussi un des thèmes de mon livre. Avoir des enfants, ça vous bouffe entièrement. Vous allez pas faire ça. Voyez, vous n'allez plus rien faire. Vous n'allez plus écrire si vous avez un enfant. Alors bon, eh bien moi j'ai décidé d'avoir un enfant parce que j'étais bien dans ma peau l'été dernier. Je me suis sentie heureuse et c'était le moment d'avoir un enfant. Alors je sais parfaitement que cet enfant va me prendre beaucoup de mon énergie, beaucoup de ma force, de mes possibilités, de créativité aussi, mais je lui dois. Vous trouvez que c'est normal? C'est tout à fait normal pour une femme et je plains d'ailleurs les militantes extrémistes du MLF aux États-Unis, tout un courant qui commence à se lamenter sur la maternité et à prier les femmes. D'ailleurs, Madame Simone de Beauvoir s'en est pas à joint le carillon, de prier les femmes de ne pas avoir d'enfants. Moi, je trouve que les femmes sont en train de se punir d'étranges manières. Evelyne Sulro dit souvent qu'il est plus facile à une femme de vieillir lorsqu'elle a des enfants. Vous êtes d'accord avec elle? Alors, je vous le dirai ça dans 10 ans. Je verrai s'il m'est plus facile de vieillir. Je sais pas du tout s'il me sera facile de vieillir. Il est peut-être plus facile de vieillir quand on a un enfant parce qu'on a un miroir jeune devant soi. Enfin. Mais on vieillit chaque jour. Je pense que Evelyne Sulro ne voulait pas forcément dire vieillir dans le sens de vieillir lorsque l'on atteint un certain âge. Oui, bien sûr. Il est plus facile de vivre peut-être simplement serais... lorsque l'on a un enfant. Alors je crois, je mentirais en disant que je crois que oui, parce que finalement je n'en sais rien pour l'instant. Après 6 semaines de vie toute neuve d'un enfant, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire un bilan. Vous vous dites, c'est absolument merveilleux de voir un être qui est de vous. Moi je dois dire, je n'ai encore pas du tout réalisé que cet être c'est le mien. J'ai toujours l'impression que c'est un petit colis et que je vais pouvoir le retourner contre remboursement dans quelque temps. Mais je le ferai pas bien sûr parce que j'y tiens mon colis. Mais je dois dire que je crois que c'est... chaque jour, vous avez, je dois dire, je me réveille le matin en sachant que j'ai une petite fille, j'ai quelque chose qui m'attend. Et puis, horreur, j'ai quelque chose qui a besoin de moi. Ben, vous savez, c'est terrible à dire, mais ça rassure un peu. La plupart des parents ont toujours des idées très précises pour élever leurs enfants avant d'en avoir, lorsqu'ils n'en ont pas. Et puis, lorsque l'enfant arrive, on ne sait plus trop quoi faire. Vous n'avez pas ce sentiment, vous ne l'éprouvez pas déjà, Annelise Grobetti? Je l'éprouve à peine, mais c'est tellement pour des choses stupides, voyez-vous. Je suis comme toutes les mères pleines d'amour et d'abnégation, enfin. Alors dès qu'il y a un bouton sur le nez de mon enfant, je sais pas ce que je vais faire, enfin. Mais quant au projet d'éducation, eh bien, j'en suis au fait de me dire, mon Dieu, elle pleure. Est-ce que je la sors de son berceau? Est-ce que ça va complètement la gâter? Ou bien, vous voyez, c'est un niveau très, très banal, si bien que je dois dire, je ne vois pas beaucoup plus loin actuellement. Mais vous avez des idées précises? Comment doit-on élever une fille? Aucune. Non. Je m'étais absolument pas occupée de nouveau-né jusque-là, si bien que c'est quelque chose d'absolument neuf. Je regarde ça avec des grands yeux égarés et je n'ai aucune idée préconçue. Et je ne lis pas le Spock. Pas tous les jours. Mais vous pensez que vous serez une mère libérale? Oh Dieu, qu'est-ce que je serai comme mère? Mon Dieu, on est toujours angoissé. Est-ce qu'on est une bonne mère? Est-ce qu'on sera une bonne mère? Je crois que j'ai tellement besoin d'indépendance que j'essaierai de donner toute l'indépendance possible à ma fille, parce que je crois que c'est la meilleure. J'ai été une enfant assez couvée, et je m'en plains pas, remarquez. Mais je sais que certaines fois, j'aurais aimé qu'on m'épargne certains petits malheurs, et j'aurais aimé faire toute seule. Et d'ailleurs, comme tous les enfants. Alors j'essaierai de montrer à ma fille qu'elle peut faire toute seule. Quel genre de malheur, par exemple? Oh, ce sont des petites choses. Vous tombez sur un caillou,
Si votre mère se précipite en criant « Mon Dieu, mon pauvre enfant, tu t'es fait mal », vous hurlez. Mais si votre mère sourit ou fait comme si elle n'a rien marqué, bien vous vous dites « Mon Dieu, c'est pas si grave, j'ai pas tellement mal finalement, c'est vrai, maman sourit. » Bah dis donc, je vais me retaper, si je me retape sur le caillou suivant, ça va être drôle. Vous avez parlé tout à l'heure de votre engagement politique, Anne-Lise Grobetti. Vous êtes en effet députée au Grand Conseil neuchâtelois. Pourquoi la politique vous a-t-elle tentée ? Tout d'abord, je vous reprendrai sur une toute petite chose, c'est que je n'aime pas du tout le mot politique. On a trop fait peur aux femmes avec ce mot-là. Remarquez que si je dis affaires publiques, ça veut dire exactement la même chose. Mais ça fait peut-être un peu moins peur aux femmes. Et justement, je pense qu'il faut faire attention à ces choses-là. Il n'empêche qu'il y a une expression qui est la suivante, on fait de la politique. On fait de la politique et j'ai pas du tout l'impression de faire de la politique. Je m'intéresse à quelques affaires publiques et à un nombre assez restreint d'affaires publiques parce que je suis Dieu pas une théoricienne et je n'en ai pas du tout le gabarit. Mais je fais plutôt ça par instinct. Il y a 2-3 choses qui m'intéressent à un niveau assez restreint. Et je pense que à ce moment-là, les affaires publiques, c'est absolument tout ce qui vous entoure dans la vie quotidienne. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à bien des femmes autour de moi quand justement je leur dis que je suis députée au Grand Conseil. Elles me disent justement, vous faites de la politique. Je leur dis, mais non, je m'intéresse à des choses qui sont là tous les jours autour de vous. Et c'est à vous de savoir si vous voulez que certaines choses changent dans votre vie quotidienne, pour votre enfant à l'école, dans la rue, ou je ne sais pas, enfin n'importe quoi, la façon de payer vos impôts, ou à quoi ça sert, enfin, se poser au moins une question une fois quand on va payer un bordereau d'impôt à la poste, c'est ça finalement les affaires publiques. La politique en fait a pour but de changer ce qui peut et ce qui doit l'être. Oui, encore que, remarquez, j'ai aucune ambition dans ce sens-là. Je me rends bien compte, après bientôt 3 ans de Grand Conseil, qu'il est extrêmement difficile de changer quoi que ce soit. Et que l'atmosphère du Grand Conseil neuchâtelois, comme tous les grands conseils de n'importe où, c'est une atmosphère plutôt anesthésiante. Je suis navrée de le dire, mais c'est bien ça. Je suis quelqu'un qui est assez enthousiaste de nature, et je me faisais aucune illusion au moment où j'étais élue, d'ailleurs un petit peu par hasard, il faut bien le dire. Je me faisais aucune illusion sur ce que je pourrais y faire, mais je dois dire qu'après ces 3 ans, je m'en fais encore moins. Mais au moins, on ne pourra pas me dire que j'ai pas tenté quelque chose, enfin, à mon niveau, qui est, je le répète, un niveau extrêmement modeste. Ce sont des petites choses, mais finalement, je crois que ce sont les petites choses qui rendent le plus service dans la vie. Avant d'être élue, Anne-Lise Grobetti, vous militiez au sein d'un parti ? C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, je faisais partie du Parti socialiste de mon village, mais je militais, encore un mot que j'aime pas du tout, vous m'excuserez, mais enfin, je m'intéressais au niveau du village, à ce qui s'y passait à l'intérieur du Parti socialiste, et puis les choses se sont passées de telle manière que j'étais une des seules femmes à peu près à y être, et au moment des élections, eh bien, on s'est tourné vers une des seules femmes qui y était en disant « Nous n'avons pas de femme pour les élections, il faut une femme pour les élections ». Alors, j'ai commencé par être horrifiée comme toutes les femmes et à dire « Ah, ça jamais !» Moi, à faire de la politique, à être élue au Grand Conseil, ça jamais, je suis pas capable. Et puis finalement, épaulée par mon mari, je me suis dit « Mais tu es complètement idiote, il faut prouver aux femmes, il faut bien qu'il y en ait une ou deux qui casquent pour les autres, il faut prouver aux femmes qu'on peut prendre une veste, comme on dit chez nous, sans en faire une maladie. » Et je me suis présentée aux élections, grande surprise à la mienne, la première, eh bien j'ai été élue, voilà. C'est la femme, donc, qui a fait de la politique plus que l'être humain. À ce moment-là, oui. J'avoue que je faisais par avant. Oui, je faisais par avant pour les femmes. Je me suis dit qu'il fallait absolument que dans ce Val-de-Rue, on montre que les femmes étaient tout à fait capables de s'intéresser à ce niveau-là aux affaires publiques. Mais vous n'avez pas l'impression, Anne-Lise Grobetti, que les femmes ne servent qu'à cautionner une politique faite par et pour les hommes ? C'est une question grave. Et j'ai l'impression, malheureusement, j'en ai encore l'impression. Et remarquez, j'aime pas prononcer le mot l'année de la femme parce que finalement, ça me fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Mais enfin, ça aussi, c'est une manière de faire une pirouette pour les femmes. Ça aussi, finalement, ne protège que ce qui est menacé. Et en tant que femme, ceci est une parenthèse, je le dis bien, je suis vexée de l'année de la femme. Parce que je suis au même
même titre l'année de la nature et l'année du livre, je suis une chose. Remarquez, je peux dire ça en toute quiétude, peut-être parce que justement je suis une femme qui me débrouille et qui a eu la chance de recevoir une formation, qui ait la chance de pouvoir m'exprimer. Et c'est facile toujours de dire qu'on n'a pas besoin de ça. Alors je sais parfaitement qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin. Peut-être qu'il y aurait eu les moyens un peu moins tapageurs de le leur donner. Mais oui, pour revenir à votre question de tout à l'heure, pour l'instant, je dévie un peu la question, mais enfin, je me sens, en tant que femme dans le monde politique, je me sens dans un monde totalement étranger, qui m'est biologiquement étranger. Et c'est clair que nous sommes encore, c'est triste à dire, un peu manipulés, c'est un mot trop important, mais enfin, on n'est pas, en tant que femme, on n'a encore aucune prise sur les choses, ou presque. Oui, d'autant plus qu'en général, les femmes sont cantonnées dans des rôles sociaux. Oui, c'est bien là le drame. Naturellement, je me lève là contre. J'ai essayé d'intervenir justement sur deux, trois sujets qui n'étaient pas tout à fait des sujets sociaux pour montrer que finalement, il n'y a pas que l'éducation des enfants et justement les problèmes sociaux qu'on doit refiler aux femmes, parce que les femmes doivent être capables et doivent absolument s'intéresser aux autres problèmes qui nous concernent tous, qui sont les problèmes de notre évolution et de savoir ce qu'on va faire de notre société finalement. Oui, mais pour s'occuper de ces problèmes, il faut envisager une carrière. Oui, bien sûr. Alors là, je dois dire que je ne serai jamais une grande politicienne, car je ne suis pas ambitieuse, car j'envisage aucunement une carrière politique. Et certains me le reprochent en me disant « Mais alors, tu fais ça pas sérieusement ?» Je crois pas du tout que c'est ça. Enfin, j'ai 4 ans. On m'a donné 4 ans pour m'intégrer dans un groupe qui est un groupe de décision, du moins, remarquez, je le répète, faut pas se faire d'illusions. Les décisions dans notre canton, elles sont peut-être prises par une 50aine de personnes au pire, finalement, et pour la Confédération, on peut peut-être multiplier ça à peine par 3 ou 4, hein. Mais malgré tout, pour des petites choses, je le répète, je peux peut-être changer quelque chose. Alors finalement, pourquoi pas essayer ? Mais sans du tout avoir l'impression que je vais faire des grandes choses, que je vais être une politicienne. Je suis pas assez théoricienne et j'ai pas assez d'ambition, je le répète, et puis je suis trop paresseuse pour être une grande politicienne. Vous n'avez pas été tentée par les élections fédérales, les élections prochaines ? Non, pas du tout. Remarquez, on m'a l'a demandé. On a sollicité à grands cris parce que de nouveau, il n'y avait pas de femmes. Mais cette fois-là, j'ai été extrêmement stricte face à moi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Ça ne m'intéressait pas à ce niveau-là. J'ai plutôt l'intention d'ailleurs de, en guillemets, régresser et d'essayer d'être élue dans mon village, dans ma commune. Parce que finalement, après ces quelques mois passés au Grand Conseil du Châtelois, je me suis rendu compte que on peut être le plus efficace dans le cercle le plus restreint possible. Et au niveau communal, je crois que c'est là qu'on peut vraiment changer quelque chose. Et que l'on peut aider ? Aider, oui, ça fait de nouveau un peu boy scout. Le mot vous gêne ? Un petit peu, oui, parce que je ne sais pas si on a besoin d'aider. On a besoin peut-être de révéler aux autres ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Mais la politique permet de se mettre au service des autres, non ? D'une certaine manière, oui. Oui, bien sûr. De se mettre au service des autres sans toutefois, je le répète, avoir cette conscience, cette bonne conscience qui vous fait dire « Moi, je participe à la vie publique, moi, je fais quelque chose pour les autres », parce que c'est pas vrai du tout. Vous faites d'abord quelque chose pour vous-même. Vous êtes une femme d'action, Anne-Lise Grobetti ? Je ne crois pas. Je vous le répète, je suis trop paresseuse pour ça. Pourtant, vous êtes enthousiaste, vous l'avez dit il y a un instant. Oui, je crois que c'est pas incompatible. L'enthousiasme peut parfois déboucher sur l'action, mais pas toujours, parce que j'avoue que parfois j'ai besoin, et justement parce que j'écris, j'ai besoin de me renfermer dans une sorte de passivité totale, une sorte d'égocentrisme, parce que pour écrire, il vous faut et de la paresse et de l'égocentrisme à petite dose. Vous parliez des femmes, de la politique, vous êtes féministe ? On peut le dire ? Non, on ne peut pas le dire. Vous n'aimez pas ce mot ? Je n'aime pas ce mot. C'est pas ça. C'est pas le mot qui me gêne. C'est peut-être plus les excès de certaines féministes qui me gênent. Voyez-vous, je crois que avant d'être une femme, avant d'être un homme, on est des êtres humains dans le pétrin actuellement. Et par là, je crois que il y a plus à réagir d'abord en tant qu'être humain qu'en tant que femelle. Je sais qu'en tant que femme, nous avons encore bien des choses à réclamer. Nous avons encore bien des choses à arriver, parce que finalement, les hommes nous ont donné l'égalité à la façon de George Orwell, qui disait « Tous les animaux sont égaux, mais les cochons sont plus égaux que les autres ». Les hommes, c'est bien ça qui est finalement leur manière de nous considérer comme des égales. Mais malgré tout, je ne voudrais pas me coincer uniquement sur ces problèmes de femmes. Je crois que j'en suis pas capable d'abord. Je crois qu'il faut absolument sortir de ces ornières-là. Qu'est-il urgent, selon vous, de faire pour les femmes, Anne-Lise Grobetti ? Eh bien,
urgent de faire pour les femmes, c'est d'abord que les femmes qui sortent de leur, qui ont commencé à sortir de leur ghetto familial à la fin du 19e siècle, ne doivent plus en sortir dans les conditions terribles, ne doivent plus choisir un travail finalement mal choisi, justement, et mal vécu. Je crois que c'est surtout sur le plan du travail qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les femmes, les conditions de travail de la femme. Car il faut que la femme soit indépendante. Il faut qu'elle le soit. Je crois que c'est la première condition. Vous savez, il y a beaucoup de féministes qui disent qu'il faut se libérer du mal. Moi, je dis, avant de se libérer du mal, il faut d'abord que la femme se libère d'elle-même. Et ça demande une certaine volonté, ça demande qu'on l'aide, parce que, je le répète, beaucoup trop de femmes n'ont absolument pas les moyens, la formation de le faire elles-mêmes. Mais il faut leur montrer qu'elles pourront le faire par la suite. Vous pensez que ce sont les femmes qui font le plus de mal aux femmes? Eh bien, cette petite question-là est méchante, mais je l'ai souvent pensé. J'ai souvent pensé, parce que finalement, à la limite, quand vous parlez à certaines femmes d'un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur, et justement des sujets de femmes où vous leur montrez qu'elles peuvent s'en sortir, elles sont un peu masochistes. Mais de nouveau là, je le répète, ce n'est pas de leur faute. C'est que pendant des siècles, on leur a répété que leur rôle était un rôle biologique par la force des choses, un rôle utilitaire par la force des choses. On les a acculées de plus en plus à ce seul rôle-là. Eh bien, allez vous en sortir. Les femmes n'ont ouvert qu'une toute petite lucarne sur le monde. Oui, surtout en Suisse, j'allais dire. Je crois, surtout en Suisse, enfin par rapport du moins à certains pays que je connais mal, mais un peu, il me semble que la Suisse est particulièrement lente. Je ne veux pas revenir au fameux problème du calvinisme, mais je crois quand même qu'il y a là-dedans des racines profondes. Vous pensez que le calvinisme est une des raisons, mais pas la seule? Et loin pas la seule, mais nous avons gardé du calvinisme d'abord une chose, vous me direz que je saute du sujet, mais d'abord une chose grave, c'est qu'on a gardé la notion de culpabilité quand on ne travaille pas. Alors ça me paraît terrible, mais pour revenir au calvinisme, je crois quand même il a porté dans la terre, il a fait germer dans cette terre des choses qui n'en sont pas encore sorties, et qui ont marqué la femme peut-être plus qu'on ne le pense. Et qui ont marqué la femme plus que l'homme? Je crois, oui, je crois. Pour des raisons précises? Non, ça c'est instinctif. Je vous réponds ça, c'est peut-être pas du tout juste, mais c'est instinctif. Il me semble que ça a marqué davantage la femme, de par le fait que la femme était considérée justement par l'homme, finalement, à la limite, comme c'est à elle, si vous voulez, que revenaient les tâches ingrates. Alors ça a marqué davantage la femme, nouveau cette notion de culpabilité, de tâches ingrates, de tâches basses. Et c'est par là, je crois, que la femme est entachée un peu plus du calvinisme que l'homme. La femme est faite pour se sacrifier. Et Dieu merci, cette notion est en train de changer. Les grandes voix. L'univers d'Anne-Lise Grobetti est un huis clos où se récrient et se révoltent des damnés, a écrit Jacques Chesset. Êtes-vous d'accord avec lui, Anne-Lise Grobetti? Je dois dire que la première fois que j'ai lu cette phrase, je l'ai relue. Parce que je me rendais pas compte du tout que j'avais des damnés dans mes doigts. Peut-être. Je dois dire que c'est toujours extrêmement difficile à un auteur de parler de ses personnages. J'ai beaucoup de peine à en parler. D'abord, parce que la plupart du temps, je les aime bien. Et puis, curieusement, on a beaucoup plus de peine à parler des gens qu'on aime que de ceux qu'on n'aime pas. C'est toujours la même chose. Et puis parce qu'on a toujours peur, finalement, de donner aux autres, de faire diverger l'image que les gens ont de ceux que vous faites vivre sous vos doigts, d'une certaine manière. Et puis vos personnages sont un peu vous, forcément. Vous savez, je crois que ce n'est jamais un hasard quand on écrit quelque chose. Il y a toujours la part la plus importante de vous qui passe à travers vos livres. Je ne crois pas en ceux qui disent ce que j'écris, dans ce que j'écris, il n'y a absolument rien de moi. Ça, je peux pas le croire. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de choses de moi, je le dis, il y a beaucoup des choses, et peut-être les choses les plus importantes de moi sont à travers mes personnages. Mais je peux très bien mettre les choses les plus importantes de moi à travers tous les personnages. Pas forcément à travers, comme certains l'ont pensé, du premier livre d'abord, et puis peut-être vont-ils le penser du deuxième, à travers le personnage principal. Oui, des critiques ont écrit à propos de votre premier livre qu'il était une confession. Il n'y avait absolument pas de confession là-dedans. J'ai dit la phrase que je prenais comme formule pour le premier livre parce que tout le monde commençait par me demander est-ce que c'est vrai ? Mais finalement, quelle importance ça a, est-ce que c'est vrai ? C'est une question stupide. Parce que chacun le prend au niveau où il le veut. S'il a envie de me mettre dans la peau de cette ode du premier livre, il le fait. Moi, ça me gêne absolument pas, j'en suis pas gênée. Mais il n'y a pas du tout de ma part une confession. Tout est vrai, je le répète, sauf l'histoire. C'est-à-dire que là-dedans, je n'ai rien inventé. Je suis pas capable d'inventer, je crois.
Et je pourrais citer là une phrase de Virginia Woolf, que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme auteur, qui disait « La fiction doit adhérer aux faits. Plus vrais sont les faits, meilleure est la fiction. » Finalement, c'est ça. Alors, moi, je suis là-dedans, mais je suis partout. On pourrait dire aussi que Zéropositif est une confession dans une certaine mesure. Et de nouveau, il n'en est pas question. Il n'y a pas de confession. Et d'abord, le mot confession me fait toujours sourire parce que le mot confession est de nouveau entaché de culpabilité. Je confesse que j'ai fait ceci. C'est presque, on a envie de se faire pardonner par les autres. Moi, j'ai pas du tout envie de me faire pardonner par les autres. J'ai rien à me reprocher. Et Laurence, le personnage central, l'héroïne de mon deuxième livre, ne se confesse pas. Elle souffre devant nous, elle est contente devant nous, elle se laisse aller, elle ne réagit pas devant nous, mais elle ne se confesse pas. On la voit, si vous voulez, ce que je fais avec mes personnages, ce sont des biopsies, ce sont des ponctions. Je pompe un petit peu de vie de quelqu'un. Vous allez me dire que c'est très arbitraire. On commence quelque part et on finit quelque part. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. C'est une tranche de vie. On prend quelqu'un à un certain moment, on arrête là où on veut, et c'est au lecteur finalement de décider de la fin, enfin d'apporter ce qu'il veut à la fin de l'ouvrage. C'est finalement ce que Balzac disait quand il parlait du lecteur recréateur. Vos personnages voient toujours autour d'eux un monde hostile. Le monde est hostile, selon vous, Annelise Grobetti ? Il l'a été. Il l'est beaucoup moins, mais il l'est encore pour beaucoup de gens. Il l'est, je le répète, je n'invente rien. Et ce personnage de Laurence, je le connais à travers bien des gens que je connais, à travers de mes amis même. Ce personnage de Laurence, qui est une femme donc intellectuelle moyenne, une femme mariée depuis 7 ans, une femme comme toutes les femmes qui étaient élevées dans une tradition. La femme se marie, institutrice avant de se marier, puis se marie, a des enfants. Et puis tout d'un coup, elle est là, elle est projetée en 1975. Elle a 28 ans en 1975 et elle s'aperçoit que le monde, non pas est hostile, si vous voulez, mais n'est pas adapté aux instruments qu'on lui a donnés. Et de cette manière, il y a dans la bouche de Laurence, dans son ton, il y a beaucoup d'amertume, de sécheresse face aux autres et aucune, elle n'a aucune, le mot m'échappe maintenant, elle est très dure avec les autres finalement, elle ne leur pardonne rien justement. Je crois d'ailleurs que j'ai tendance parfois à être comme ça avec les autres, à prendre du recul sur eux-mêmes et à les juger un peu sévèrement. Mais c'est la seule manière, finalement, de prendre cette distance, c'est la seule manière de les comprendre. C'est le seul moyen aussi de se défendre, non ? Alors on retomberait dans la confession. Peut-être que c'est aussi le seul moyen de se défendre. Il faudrait demander à Laurence. Moi, je vous dis, je n'ai pas du tout l'impression de me défendre, mais peut-être que Laurence est là, je ne sais pas. Le monde vous scandalise, comme il scandalise aussi vos personnages, Annelise Grobetti ? Le monde me trouble. Il me trouble énormément. Et si j'y parais à l'aise, je ne suis pas. Pour des tas de choses, je ne suis pas. J'y suis parfois, quelques jours, j'y suis à l'aise, et tout d'un coup, ça me trouble. J'en suis non pas forcément attristée, mais désorientée, moi aussi. Qu'est-ce qui vous trouble, par exemple ? Eh bien, mon Dieu, il me vient trop de choses à la fois, ce qui peut me troubler. Mais c'est d'abord, et c'est peut-être on retombe un peu dans le problème dont j'ai déjà un peu parlé, c'est le problème de la communication. C'est-à-dire que j'ai parfois l'impression de communiquer avec les autres, de parler, qu'il se passe quelque chose, on dit quelque chose et c'est important. Et puis tout d'un coup on s'aperçoit que finalement par rapport au reste du monde, par rapport à notre existence biologique, si vous voulez, par rapport à ce que l'être humain est, avec 4 millions d'années ou je ne sais quoi, bien, c'est rien. C'est déjà très troublant. Je suis troublée aussi par le fait, et je ne peux pas croire qu'on soit les seuls dans l'univers, qu'on ait eu cette chance d'être les seuls dans l'univers. Pourquoi ? Ça me trouble de penser qu'on est un monde qu'on a formé, on a l'impression de gouverner, qui est gouverné par le chaos finalement, et on est là au milieu. Pourquoi ? Je suis déjà troublée par des grandes questions, comme vous le voyez. Je suis troublée par des questions plus grandes encore. Je me demande comment notre pauvre paléocortex va arriver avec sa pauvre petite part de néocortex, donc tout ce qui nous a distancés du singe, va arriver justement à rejoindre, si vous voulez, à ce qu'il n'y ait plus de contradiction entre ces deux cerveaux. Parce que finalement, notre paléocortex, c'est lui qui nous dirige. C'est la nourriture, c'est le territoire, c'est la reproduction. Et puis, il y a tout le reste à côté, tout ce qu'on ne comprend pas encore assez. Ça me trouble, parce que je sais que je vais mourir sans comprendre.
Vous avez le sentiment d'être une victime, Annelise Grobetti, et je pose cette question parce que je pense une fois encore à vos personnages. Je ne sais pas la victime de qui, à part de moi-même. Des autres, peut-être. Non, je n'ai pas du tout l'impression d'être une victime. Et tout à l'heure, finalement, on me posait la question, on me demandait, mais pourquoi les gens qui ont l'air épanouis dans la vie, d'une certaine manière, ont toujours des personnages pour qui rien ne va? Eh bien, c'est une question intéressante. Et pourquoi, parallèlement, les personnages qui ont des difficultés dans l'existence ont besoin d'écrire des choses gaies, des choses qui vont dans tous les sens? Ben, je ne peux pas vous répondre. Il faudra que je réfléchisse encore à peu près une semaine, puis peut-être je pourrai vous répondre d'ici une semaine. On pourrait penser en lisant vos livres, Annelise Grobetti, qu'il n'y a pas d'amour heureux pour reprendre le vers célèbre. Du moins, que l'amour finit toujours mal. L'amour finit toujours mal, oui. Enfin, c'est ce qu'on a chanté à travers les siècles et les poèmes. Pas pour moi, pour l'instant. J'ai eu des amours qui ont fini mal, bien sûr. Et le titre de Pour mourir en février n'est pas un hasard, parce que finalement, des morts, vous en avez sans arrêt. Et justement, un amour qui finisse mal ou bien, c'est une mort. Et moi, je suis très confiante. Peut-être trop, je ne sais pas, mais j'ai confiance en l'amour. Mon Dieu, il se termine, mais il recommence. Il recommence ailleurs, il refleurit ailleurs, peu importe. Mais l'amour, il existe toujours. Vous écrivez dans Zéro Positif, les hommes, il faut les choisir, les prendre beaux, les aimer, les relâcher comme des bêtes capturées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce propos-là? Il me semble que tout est dit. Non, j'aimerais que vous alliez un peu plus loin tout de même. Oui. C'est une phrase que vous pourriez mettre en pratique? Difficilement. Je l'ai mise en pratique, remarquez. C'est vrai qu'il y a des périodes dans votre vie où vous avez besoin de choisir un homme. Il faut qu'il soit beau, justement. Il faut que vous l'aimiez. Et puis vous le rejetez parce que c'est une manière de vous imposer, de dire c'est moi qui ai choisi. Parce que finalement, ce qui est dur dans l'amour, c'est de n'être que choisi. Et ça m'est arrivé, vous vous révoltez constamment, l'amour n'existe pas si vous n'êtes que choisi. Alors là, c'est vous qui révoltez, vous comprenez? Vous avez l'impression d'être forte. C'est une impression tout à fait passagère, d'ailleurs. Il faut éviter que l'amour ne se dégrade? Il faut éviter que l'amour se dégrade, justement. Pour continuer la phrase, je crois que vous avez cité, le personnage qui cite cette phrase dit « il faut partir ». Maintenant la phrase m'échappe, mais enfin, justement quelque chose dans le genre, il faut partir avant que ça finisse en amour ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Il faut donc vivre quelque chose, mais au moment où le mot amour peut être prononcé, c'est la routine qui fait peur. Mais pas pour moi du tout. Pour mon personnage, Laurence aussi, oui. Elle souffre terriblement de l'amour parce que pour elle, l'amour donc est une courbe de Gauss, c'est-à-dire que ça monte. C'est tout en haut, c'est culminant, et puis ça retombe. Et il y a des femmes qui passent très bien ce cap, parce que toute femme doit vivre une fois l'amour fou qui devient l'amour, tout simplement, enfin ça c'est, ou bien qui devient la tendresse, enfin pour reprendre les mots banals. Mais il y a des femmes qui acceptent ça très bien, il y en a d'autres qui en souffrent terriblement. Et Laurence est justement de celles qui n'acceptent pas que l'amour fou devienne l'amour et la tendresse. Tout se dégrade dans vos livres, Annelise Grobetti. Peut-on dire alors que vous êtes hantée par une certaine dégradation? Oh, en tout cas pas au point de Samuel Beckett. Non, mais je crois pas du tout être hantée par la dégradation. Simplement, ce que je vois autour de moi, j'essaye de l'impressionner. Je suis pas une théoricienne. J'aime bien le terme impressionniste. C'est-à-dire que vous voyez autour de vous, vous impressionnez, et puis vous donnez à voir aux autres ce qu'ils peuvent vivre. Et je prends l'exemple de mon premier livre, parce que finalement, pour moi, c'était résolu comme ça. Mon premier livre, donc, parlait d'une femme, d'une jeune fille qui découvre le monde, qui sort d'elle-même à travers une femme. Et j'ai reçu des lettres bouleversantes de femmes, qui justement se confessaient, si on peut dire, qui me disaient « j'ai vécu ça, j'osais pas le dire ». Eh bien, voilà, le but est atteint. J'ai impressionné quelque chose qui a été vu à travers les yeux des autres, et qui a été compris comme tel. Vous avez le sentiment d'être très vulnérable vous-même, Annelise Grobetti? Oui, je suis très vulnérable. Comme toutes les femmes fortes et celles qui ont envie de foncer, qui ont envie d'être heureuses, qui ont envie d'être aimées, je suis très vulnérable. Écrivez-vous surtout pour les femmes, Annelise Grobetti? Absolument pas. J'écris en tant que femme, je suis une femme, je crois que je pourrais difficilement... Bon, j'ai aussi des héros, mais je pourrais difficilement être une voix d'autre chose qu'une voix de femme. Mais je n'écris pas spécialement pour les femmes. Et ce qui m'a touchée, c'est que j'ai fait lire ce livre à un homme et qu'en tant qu'homme, il a aussi trouvé quelque chose d'important là-dedans.
Vous recevez des lettres qui sont écrites par des hommes? Oui, j'en ai reçu beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, j'ai reçu des lettres d'adolescents, mais aussi des lettres d'hommes âgés, et même une lettre touchante d'un grand-père de 76 ans. Que vous disent les hommes qui vous écrivent la plupart du temps? Alors, la plupart se confessent, curieusement, figurez-vous. Ils se confessent. Ou bien, ils se confessent d'une manière en disant aussi qu'ils ont besoin d'être aimés. Et ce qui est terrible et ce qui est un peu tragique, quelquefois, c'est que les gens qui vous écrivent, ils viennent avec tout ce qu'ils sont, et vous ne les connaissez pas, et vous ne pouvez rien leur donner, ou presque rien. Vous leur avez tout donné, finalement, ce qui était possible, à travers ce que vous avez écrit et ce qu'ils ont aimé. Et après, ça s'arrête un peu là, ça s'arrête un peu court, si vous voulez. Vous leur répondez? J'essaye de répondre toujours, bien sûr, quand on m'écrit, parce que je sais, j'ai écrit moi-même à des gens, et je sais comme c'est angoissant de ne pas recevoir de réponse. Vous n'existez pas. Outre les 2 romans que vous avez écrits, dont nous avons parlé, Annelise Grobetti, vous avez écrit aussi plusieurs nouvelles, des récits pour les enfants et des œuvres radiophoniques. Vous n'êtes pas tenté par la télévision? Ah oui, mais bien c'est l'occasion de dire que ce n'est pas les commandes que la télévision fait qui vont faire vivre les écrivains romans, n'est-ce pas? Mais il est clair que si on me le demandait, je tenterais le coup, ça m'intéresse beaucoup, c'est sûr. Vous avez d'ailleurs commencé, je crois, l'adaptation d'une pièce tchèque pour la télévision. Oui, d'une pièce de Čepek. Et c'est un travail nouveau pour moi, qui est très passionnant, parce qu'il faut à la fois respecter tout ce qu'a dit un autre, et il faut à la fois apporter un petit peu de vous-même. Alors, la limite entre les deux est parfois difficile à trouver, mais c'est un travail que j'aimerais bien voir déboucher sur d'autres choses. Vous travaillez aussi à des traductions, je crois, pour une encyclopédie. Oui, alors ça, c'est annexe, et je dirais même que c'est alimentaire, si je peux dire le mot. Mais ça, c'est terminé maintenant. Mais c'était intéressant aussi, d'abord parce que c'était une traduction au français, allemand-français, et d'abord ça vous permet de savoir si vraiment vous maîtrisez bien votre propre langue, ce qui est beaucoup plus difficile que maîtriser une langue étrangère. Et ça m'a intéressé d'abord par le fait que l'ouvrage était une encyclopédie, et on apprend des tas de choses, et j'aime bien apprendre. Vous n'avez pas l'impression de vous disperser? Oui, j'ai souvent cette impression, mais c'est par crise. Tout d'un coup, je veux faire plus qu'une chose, parce que j'ai beaucoup de peine, curieusement, à faire plusieurs choses à la fois. Ça me demande une énergie terrible. Et surtout, alors quand j'écris, là, alors j'arrête tout. C'est l'écriture, même si j'écris pas toute la journée, il faut que... j'aime bien qu'il y ait quelqu'un quand même un petit moment dans la journée, mais en principe, je quitte la maison, je vais quelque part chez des amis où ils ne sont pas, ou où ils viennent juste à midi, pour être dans un cadre qui n'est pas amien, où rien ne me trouble. La même chose, il m'arrive, pour certains passages où je sens que ça coince, d'aller écrire dans des cafés, parce que le bruit qui existe là n'est pas un bruit qui vous est destiné. Il ne vous est pas familier. Alors, il ne vous dérange pas, c'est comme une petite drogue, si vous voulez, derrière, qui vous pousse un peu en avant. Car chez vous, vous n'arrivez pas à vous isoler. Vous avez l'impression d'avoir toujours quelque chose à faire. J'ai l'impression que et c'est vrai, j'ai toujours quelque chose à faire, malheureusement. Et c'est impossible, c'est absolument impossible, parce que vous commencez une phrase, c'est le téléphone qui sonne, une autre, il faut bien nourrir un peu son époux et soi-même. Enfin, quand je pars chez les autres, soit on me nourrit, soit je me nourris pas, peu importe. Mais enfin, pourvu que j'aille pas à faire ma vaisselle et à faire mon lit, et enfin n'importe quoi. Il faut vraiment couper court avec tout ce qu'on fait d'habitude, pour que rien n'arrête le mouvement. Parce que j'écris vraiment par mouvement. Et ce sont des mouvements rapides la plupart du temps. Vous écrivez facilement, je ne vais peut-être pas vous faire plaisir, mais on a cette impression en lisant vos livres. On a une certaine impression de facilité. Oui, et elle existe. Et je dis malheureusement, parce que parfois, il est extrêmement difficile. Vous sentez que quelque chose a coulé très vite, et vous sentez que c'est pas tout à fait ça. Eh bien, comme ça a coulé de telle manière, le flow est avec un débit tel, vous n'arrivez pas à corriger le débit. Et ça m'est très pénible, parce que j'écris, si vous voulez, je concentre énormément mon effort d'écriture sur 2 ou 3 heures, mais alors, c'est au fil de la plume. Je ne réfléchis pas. Si je réfléchis, j'écris plus, j'arrête. Parce que je dis pas que je m'arrête pas un tout petit moment quand même pour repartir ou pour faire quelque chose, pour trouver un mot qui m'échappe. Mais moi, ça m'effraie comme j'écris. Ça m'effraie terriblement. Je sais pas si ça va durer, mais j'écris à un rythme effarant. J'ai mal au poignet. Je m'arrête souvent parce que j'ai mal au poignet, puis parce que j'ai ce qu'on appelle la bosse de l'écriture, c'est-à-dire que sur mon index, il y a une bosse qui se marque et qui fait mal, qui devient dure. Vous avez dit tout à l'heure, Annelise Grobetti, je suis paresseuse. Alors travaillez-vous beaucoup, car tout le monde sait que ce sont les paresseux qui travaillent le plus. Je crois que je suis une exception qui confirme la règle.
Là, de nouveau, je peux pas dire que je sois la plus grande travailleuse du Val-de-Rue. Non, il est clair qu'il y a des moments où je suis obligée de travailler. Mais c'est ce que me reproche énormément mon mari. Je travaille énormément, vraiment, quand c'est le dernier moment. Quand je suis acculée à quelque chose, un article qu'il faut livrer, une pièce qu'il faut livrer ou quelque chose. Alors là, je vais travailler, mais c'est les 2 jours avant. Et ça, c'est le type même des paresseux. Enfin, il travaille énormément, mais vraiment au dernier moment. Vous ne savez pas travailler régulièrement, organiser votre travail? Non, absolument pas. Je manque totalement d'esprit d'organisation, figurez-vous. Vous n'êtes pas capable de vous dire demain à 9h et de 9h à midi et tous les jours pendant un an, je vais travailler, je vais me mettre devant ma feuille blanche. Non, absolument pas, parce que je me dirais à 9h, je me mettrais devant ma feuille blanche, alors j'y serais à 9h, mais à 9h05, je serais déjà en train de manger un croissant dans la cuisine. Si bien que je crois que l'expérience s'arrêterait vite là. Lorsque vous écrivez, êtes-vous facile à vivre, Anne-Lise Grobetti? Il paraît que non. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'évite de ne pas être trop difficile à vivre. Et c'est aussi peut-être un peu pour ça que je m'éloigne. Parce que si je suis chez des amis et que je les vois très peu, je suis obligée d'être gentille avec eux. Alors on voit pas que je suis difficile à vivre dans ces moments-là. Vous êtes de mauvaise humeur? Vous vous sentez mal dans votre peau? Je suis pas de mauvaise humeur, mais je suis pas là, si vous voulez. Je suis pas là. Alors on me demande des choses qui m'énervent, tout simplement, mais c'est pas forcément de la mauvaise humeur. Je suis d'humeur, je suis contente d'écrire, mais je suis peut-être pas à l'aise dans ma peau, si vous voulez. Mon mari dit toujours que je suis ailleurs, je sais pas où. S'il savait, il viendrait me rechercher. Comment réagit votre mari alors? Alors ça, bien sûr, c'est à lui qu'il faudrait demander. Mais je crois qu'il réagit très bien parce qu'il est très philosophe. Vous avez le sentiment de construire une œuvre, Anne-Lise Grobetti? Vous voulez dire quand j'ai commencé un livre ou le fait d'écrire 2 livres fait que je commencerai une œuvre avec un grand O? Oui, le fait d'écrire 2 livres. Alors non, pas du tout. Le fait d'écrire d'ailleurs, tout simplement. Oui, alors j'ai pas du tout l'impression de construire une œuvre. D'abord parce que ce sont 2 petites pierres d'une mosaïque que je terminerai probablement pas. J'entends, ce sont 2 choses séparées dans ma vie, si vous voulez, de ces 2 livres. Et j'espère, remarquez, j'ai 25 ans, je peux pas dire que je suis un écrivain, j'en aurais pas la prétention, mais j'espère devenir un écrivain. Donc vous construisez une œuvre dans une certaine mesure, car vous espérez qu'il y aura un 3e, un 4e, un 5e, un 25e livre. Un 25e, je pense que je serais morte avant, mais j'espère quand même qu'il y aura un 3e livre. Alors est-ce que c'est une œuvre, 3 livres? Je ne sais pas. Et vous pensez que vous pourrez arrêter après? Non, parce qu'après le 3e, probablement que j'espérais construire un 4e livre. Mais enfin, je veux pas voir plus loin que le 3e. Maintenant, c'est le 3e qui m'intéresse. C'est pas, peu importe ce que je vais devenir par la suite. Finalement, ce qui compte, c'est le moment présent. Vous pourriez arrêter d'écrire? Je crois pas. Je crois pas parce que j'ai essayé. Je me disais, à un moment, j'étais un peu découragée, je me disais que ça servait à rien. Et je crois pas que je pourrais. Mais enfin, on retombe presque dans la question, pourquoi écrire? Mais je sais pas, c'est pourquoi j'ai les yeux bleus, quoi. Enfin, j'ai ces gènes-là, je suis faite de telle manière que de temps en temps, j'ai besoin, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai porté en moi, j'ai besoin de le lancer sur un papier avec une plume, ce qui est un acte complètement stupide à la limite. Parce que on peut croire, c'est un acte solitaire, c'en est un, c'est vrai, c'est un acte très solitaire, et on peut croire que ça sert pas à grand-chose, mais enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça sert à une personne, qu'elle puisse par la suite m'écrire une lettre, j'ai aimé ce que vous avez fait, j'ai vécu ça, je pouvais pas le dire, vous l'avez dit à ma place, mais je crois que, alors, je suis justifiée de mon livre. Qu'espérez-vous être dans 25 ans, Anne-Lise Grobetti? J'aimerais aller dans... J'espérais pas être quelque chose, si vous voulez. J'aimerais être un extraterrestre, peut-être. Je veux dire par là, j'aimerais voir le monde de beaucoup plus haut, je le vois. Il me semble que j'ai le nez collé par terre. Il y a quelqu'un qui a dit, le monde, la Terre, c'est le berceau de l'humanité. Il faut bien qu'une fois ou l'autre, on sorte de son berceau. Mais quelle femme serez-vous dans 25 ans? Mais malheureusement, je n'en sais rien. Plutôt heureusement, peut-être, je sais pas. Et vous ne voulez pas y penser? Non, je ne veux pas y penser. Ce qu'il faut d'abord, c'est vivre avec tous mes sens actuellement. Et ça donne déjà beaucoup à faire, alors pourquoi penser à ce que je serai dans 25 ans? C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Joël Albrecht Gleisen et Jean-Philippe Sfallon, avec dans cette édition Anne-Lise Grobetti.